Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, un remaniement qui ne passe pas au Brésil. Les 3 chefs d'état-major ont démissionné, exprimé leur opposition à la politique de Jair Bolsonaro, déjà mise en difficulté par la pandémie. Nous nous intéresserons également dans ce numéro au sort des milliers de migrants refoulés des États-Unis, ceux qui échouent à rejoindre l'Eldorado et leurs familles déjà arrivées. Parmi eux, de très nombreux enfants. Vous découvrirez le reportage de nos correspondants à la frontière avec le Mexique. Et puis des larmes, des remords exprimés aussi cette semaine au procès de Derek Chauvin. Le policier blanc jugé pour la mort de George Floyd a fait face aux témoins de l'agonie. Tous ont raconté aux jurés leur impuissance, leur traumatisme également. C'est un nouveau bouleversement dans les hautes sphères du pouvoir brésilien. Les 3 chefs des forces armées du pays, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, ont conjointement démissionné. Une première dans l'histoire du pays. Les 3 hommes auraient ainsi voulu montrer leur désaccord avec le président Jair Bolsonaro et sa politique en pleine crise du Covid. Kevin Battista. Leur geste est inédit. En désaccord avec la politique et l'attitude de leur commandant en chef, le chef d'état-major de la marine, celui de l'armée de terre et celui de l'armée de l'air démissionnent. Pour la presse brésilienne, 2 raisons principales à ces départs. Le malaise face à l'utilisation parfois polémique des forces armées par Jair Bolsonaro. Il a par exemple appelé à des manifestations pour que l'armée mette au pas le Congrès. Et la défiance vis-à-vis de la politique sanitaire du chef de l'État. Un coup dur pour le président, même si officiellement tout va bien entre les militaires et le gouvernement. Le message est très clair, il n'y a pas de changement d'attitude avec les forces armées. Déjà parce que le président est capitaine, le vice-président est général, il y a plusieurs militaires à des postes importants au gouvernement, donc il n'y a pas d'animosité, bien au contraire. Pour certains, Jair Bolsonaro reste très populaire parmi la troupe. Avec son dernier remaniement, dans lequel pas moins de 6 ministres ont été changés, il a nommé un nouveau général ministre de la Défense. Ce dernier appelle à célébrer la dictature militaire instaurée en 1964. Jair Bolsonaro rassure ainsi ses soutiens les plus conservateurs et cherche à s'entourer d'alliés à près d'1 an de la présidentielle. Estas trocas têm 2 objetivos fundamentais, ao que parece, até o presente momento. Prover uma melhor relação entre o executivo e sua base de sustentação no legislativo de um lado e diminuir a pressão, consequentemente, que Bolsonaro tem sofrido de vários setores da sociedade e também de parceiros no Congresso Nacional. Mais le départ des 3 principaux chefs militaires pourrait affaiblir l'image du président. Sa cote de popularité est déjà en baisse. Plus de 54% des Brésiliens jugent notamment sa gestion de la pandémie catastrophique. Le pays relevait ce mardi un triste record, 3780 décès en 24 heures. Notre image de la semaine, c'est ce parc à enfants improvisé dans le principal centre de migrants du Texas, des enfants âgés de 3 à 9 ans, non accompagnés. C'est le fléau du moment aux États-Unis et la première grande crise qu'affronte l'administration Biden. Les États-Unis sont effectivement confrontés à une arrivée sans précédent de mineurs isolés. Ils sont aujourd'hui 15 000 sur le territoire américain, bien au-delà du pic enregistré sous la présidence Trump. Lorsqu'ils sont accompagnés, ces enfants vivent aussi dans le plus grand dénuement. Cap Amérique s'intéresse cette semaine à cette immense précarité constatée à la frontière. C'est un reportage de Gwendolina Duval et Laurence Cuvillier. Ces montagnes à l'horizon, ce sont les États-Unis. Un objectif encore lointain pour ces enfants de migrants. 300 personnes vivent dans ce refuge en périphérie de Ciudad Juárez. Plus de la moitié sont des mineurs, ils ne vont pas à l'école. Pendant des mois, voire des années, ils sont bloqués avec leur famille dans cette situation précaire. Certains ne trouvent même pas le chemin des refuges. Depuis 1 an et demi, la famille de Rogelio survit au Mexique comme elle peut. Avec sa femme et 5 enfants, dont un en situation de handicap, ils ont fui la violence au Honduras. Rogelio a échappé à la mort après une agression, mais il reste sévèrement blessé et ne peut pas travailler. Il faut qu'on nous aide à aller de l'autre côté, pour plus de sécurité, par respect. Nous souffrons beaucoup ici. C'est dangereux et on ne peut pas rester dans la rue car nous sommes poursuivis ou agressés par des malfaiteurs. On veut juste sortir de cette situation. Tous les 7 se débrouillent au jour le jour. Ce matin, ils passent quelques heures de repos dans cette maison. C'est un abri qu'ils devront quitter avant la nuit. Sur le chemin des États-Unis, certains mineurs sont seuls. Ce centre accueille des adolescents de 12 à 17 ans. Tous ont essayé de rejoindre un membre de leur famille aux États-Unis. C'est le cas de Flaco.
Il a quitté le Guatemala et traversé la frontière illégalement avant de se faire expulser. Je ne pouvais pas rester car les membres du gang voulaient que je plante de la marijuana. Et je ne voulais pas gâcher ma vie avec ça. C'est pour ça que je suis venu. Et aussi parce que je veux aider mes grands-parents et je veux rencontrer ma mère qui est aux États-Unis. Elle m'a laissé quand j'avais moins d'1 an. Je ne la connais pas. J'ai seulement vu des photos. Je n'ai jamais pu l'embrasser. Jamais. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden a promis de faciliter les réunifications familiales. Dans certains cas, la procédure est possible, mais elle est longue et très incertaine. Cela dépend aujourd'hui plus que jamais de la politique des États-Unis. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, même s'il y a des promesses. Rogelio et sa famille ont finalement trouvé une place de refuge. Un maigre repos dans cet espace partagé avec d'autres migrants. Ils espèrent pouvoir passer de l'autre côté et offrir un meilleur futur à leurs enfants. Les enfants du Honduras ne savent pas lire parce qu'on ne leur apprend rien. Ils ne font que jouer et n'apprennent rien. Je veux travailler et payer mes impôts, comme tout le monde, et commencer à être actif. La migration rend les plus jeunes vulnérables. Environ 14 000 mineurs sont retenus dans des centres migratoires américains. À ce dossier migratoire, il faut aussi ajouter cette autre promesse. Joe Biden promet de réparer l'Amérique et il mettra pour cela les moyens, 2000 milliards de dollars, c'est notre chiffre de la semaine, montant faramineux du super plan de relance destiné notamment à la rénovation des infrastructures, réservé aussi au soutien de l'emploi pendant les 8 prochaines années. Le procès de Derek Chauvin se poursuit également et il est entré dans le dur cette semaine avec notamment l'entrée en scène des témoins, témoignages tous glaçants, pompiers secouristes, ex-combattants MMA ou encore lycéennes. Tous sont la mémoire vive de l'agonie de George Floyd. Ils ont livré leur récit aux jurés. Julie Chouteau. Tous ont assisté de leurs propres yeux à la mort de George Floyd. Parmi les témoins, celle qui a filmé la vidéo devenue virale. Darnella Frazier était mineure au moment des faits. Elle n'est donc pas filmée au tribunal. Seul le procureur qui l'interroge apparaît à l'image. Assister à l'agonie du quadragénaire noir a définitivement changé la vie de la jeune fille. Certaines nuits, je reste éveillée. Et je m'excuse auprès de George Floyd de ne pas avoir fait plus, de ne pas m'être interposée physiquement, de ne pas lui avoir sauvé la vie. Comme elle, Donald Williams reste hanté par la souffrance de George Floyd. Le jeune homme, adepte des arts martiaux, aurait reconnu une prise d'étranglement dans le geste opéré par le policier. Il lui aurait demandé d'arrêter, mais Derek Chauvin l'aurait regardé sans relâcher la pression sur l'homme à terre. Monsieur Floyd exprimait sa peine, sa douleur et la détresse qu'il éprouvait. Et comme un poisson dans un sac, on voyait ses yeux pâlir lentement et rouler lentement vers l'arrière de sa tête. L'avocat de l'accusé a quant à lui insisté sur les insultes proférées par le témoin contre les policiers. La défense assure que Derek Chauvin, se sentant menacé par la foule, aurait été distrait du sort de George Floyd. Derek Chauvin encourt jusqu'à 40 ans de prison pour meurtre et homicide involontaire. Tout autre éclairage à présent sur ce qui est en train de se passer outre-Atlantique dans les États à majorité républicaine. Les droits des transgenres sont fortement attaqués depuis plusieurs mois. On en parle avec vous, Inès Olagaray. Bonjour. Bonjour Elisabeth. L'exemple le plus récent, c'est celui de l'Arkansas. Oui, alors dans l'État de l'Arkansas, une loi a été adoptée pour interdire les traitements destinés aux transgenres mineurs, aux adolescents qui prennent ce qu'on appelle un traitement pour l'affirmation de genre. Ce sont des hormones ou des bloqueurs de puberté. Et pour les militants des défenseurs des droits des trans, il s'agit là de la loi anti-trans la plus radicale qui n'ait jamais été prise au niveau d'un État. Alors si cette loi est validée par le gouverneur, parce que c'est donc nécessaire pour qu'elle soit mise en application, l'Arkansas deviendrait alors le premier État américain à interdire ce traitement. D'autres lois sur les droits des trans ont déjà été adoptées, et ce, depuis le début de l'année. Alors, toujours dans l'État de l'Arkansas, interdiction pour les jeunes trans d'intégrer l'équipe sportive qui correspond à leur genre, au genre auquel ils s'identifient. C'est-à-dire que, par exemple, si un enfant
on lui a attribué le sexe masculin à la naissance, mais que lui se considère comme une fille, eh bien en fait, il ne peut pas intégrer l'équipe sportive réservée aux filles dans son établissement scolaire. Même chose dans le Mississippi et dans le Tennessee. Autre thème, celui donc des traitements médicaux qu'on abordait au début de cette chronique. Au Tennessee et dans l'Alabama, même chose, on étudie cette interdiction. Et pour l'Alabama, ce serait en fait un crime, carrément un crime passible de 10 ans de prison et de 15 000 € d'amende. Pour qui ? Pour les professionnels de santé qui attribueraient ce traitement malgré tout aux adolescents transgenres. Alors on assiste en ce moment à ce que l'on appelle aux États-Unis le phénomène backlash, qu'on pourrait traduire par retour de manivelle, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire que quand on a des avancées dans un domaine sociétal, on a aussitôt des régressions dans la foulée. Alors depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, on a plutôt des avancées. C'était le premier président américain à remercier, lors de son discours de victoire, à remercier les personnes transgenres. Il a autorisé les transgenres à servir à nouveau dans l'armée américaine, et puis surtout, il a nommé très récemment une pédiatre transgenre, Rachel Levine, comme ministre adjoint de la Santé. Donc vous voyez, beaucoup d'avancées et puis une hausse sans précédent des projets de loi à l'encontre des droits des transgenres. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Inès ? Que le droit des transgenres, c'est peut-être la nouvelle guerre culturelle entre républicains et démocrates ? Voilà, c'est ce qui se dit effectivement. Vous voyez que depuis quelques années, on a cette fronde anti-transgenre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, le mariage gay a été légalisé. Aujourd'hui, les unions gays ont le soutien de 67% de la population et même de 49% des conservateurs. Alors finalement, pour les républicains, il faut galvaniser les électeurs autour d'un autre thème, toujours proche du genre, de la famille. Et du coup, les personnes transgenres se retrouvent en première ligne face aux critiques de ces conservateurs. Je pense que vous vous souviendrez en 2016 de l'affaire de la Bathroom Bill, c'est le projet de loi pour les toilettes en fait. Il a été adopté en Caroline du Nord et en fait ça interdisait aux personnes transgenres d'aller dans les toilettes du genre auquel elles s'identifient. C'est-à-dire que si je suis une fille, je dois aller dans les toilettes pour filles et il fallait pour ça être en mesure aussi de fournir une pièce d'identité pour montrer qu'on allait bien dans les bonnes toilettes, en tout cas aux yeux de l'État de Caroline du Nord. Alors le débat avait vraiment enflammé les États-Unis, c'était bien au-delà des militants des droits LGBT. Finalement, la loi a été abrogée 1 an plus tard, en mars 2017. Merci beaucoup Inès Olagaray pour cet éclairage. C'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se quitter sur des images de Washington tirées de l'arrivée du printemps avec ces cerisiers en fleurs. Je vous dis à très vite, évidemment même heure, même continent.